Avant d'aborder notre sujet du jour, chers téléspectateurs, je voudrais tout d'abord vous transmettre une information importante pour l'histoire et pour l'amitié franco-russe. En effet, je vous signale que le mardi 17 mars 2020, donc le mois prochain, à 18h, au Centre culturel russe du Quai Branly, sera présentée la statue de Jeanne d'Arc réalisée par le sculpteur Boris Lejeune. À cette occasion, M. Artem Studenikov, ministre conseiller de l'ambassade de la Fédération de Russie à Paris, présentera une conférence sur le thème du patriotisme tel que l'histoire l'a fait naître et grandir en Russie, et Maître Trémollet de Villers lui répondra en traitant du même sujet mais à propos du cas français. Je profite également de cette annonce pour vous signaler que la souscription qui a permis la réalisation de cette œuvre n'est pas encore totalement couverte, et si vous souhaitez participer à cette souscription, vous pouvez envoyer vos chèques à l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, dont le siège est 85 rue Petit, 75 019 Paris. Alors voilà pour cette information russe. Aujourd'hui, dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, qui retient évidemment toute l'attention de l'opinion et des gouvernements, j'ai choisi de vous parler d'un drame autrement important, survenu il y a tout juste 3 siècles, en 1720. Il s'agit de la peste de Marseille. Alors cet événement correspond à la dernière grande épidémie de peste enregistrée en France. Ce fléau avait déjà frappé à plusieurs reprises. On se souvient de la peste noire qui a affecté l'Europe pendant 10 ans à partir de 1348 et qui a emporté pratiquement le tiers de la population européenne. Il y a eu des pestes à répétition aussi au XVIIe siècle, mais là, au XVIIIe, en 1720, ce sera la dernière grande épidémie survenue en France. De quoi s'agit-il ? Eh bien, un bateau, le Grand Saint-Antoine, arrivant des échelles du Levant, c'est-à-dire de la côte syrienne, accoste le 25 mai 1720, chargé d'étoffes et de balles de coton qui sont de fait contaminées par le bacille de Yersin, responsable de la peste. Il y aura 30 à 40 000 décès en ville, sur 80 à 90 000 habitants, et dans toute la Provence, 90 à 120 000 victimes sur un total de population de 400 000 habitants. Donc une catastrophe de très grande ampleur, avec un certain nombre de questions qui se posent, notamment concernant le commandant du bateau et l'un des échevins de la ville qui avait des intérêts à la commercialisation de la cargaison. Quand le fléau s'est déclenché, il a fallu faire face à des problèmes très lourds d'alimentation de la population, d'évacuation des cadavres. On a mobilisé les galériens de l'Arsenal qui, sous la conduite du légendaire Chevalier de Rose, ont contribué à l'évacuation donc des cadavres. On sait le rôle joué également par Monseigneur de Belzins, l'archevêque de Marseille, qui est une des grandes figures liées à l'épisode. Alors, qu'en est-il ? D'abord, quelques mots concernant Marseille en 1720. Le commerce marseillais est alors à son apogée, notamment avec l'Orient méditerranéen. Les importations représentent annuellement 23 millions de livres, ce qui est une somme tout à fait considérable. La crise qui avait correspondu à la guerre de succession d'Espagne est déjà oubliée désormais, et la ville manifeste une insolente prospérité. On lui a construit un rempart sur l'ordre de Louis XIV, appuyé sur les forteresses Saint-Jean et Saint-Nicolas, et la superficie intramuros de l'agglomération a ainsi été triplée de 65 à 180 hectares, avec toutefois des différences très grandes entre les quartiers les plus misérables et les constructions nouvelles. En fait, la peste pour cette ville, pour ce port, est une menace quasi permanente du fait de ses liens avec le Proche-Orient, où la maladie est endémique. Déjà, une
une peste très meurtrière avait frappé en 1580, mais la dernière épidémie remontait à 1660, donc c'est-à-dire cela fait plus d'un demi-siècle que la ville n'avait pas été affectée. Il faut dire qu'on avait mis au point en Méditerranée tout un cordon sanitaire avec des patentes qui étaient délivrées dans le Levant par les consuls locaux et qui signalaient les dangers éventuels. En plus, un bureau de santé avait été mis en place à Marseille avec des intendants qui décidaient de la durée de mise en quarantaine des navires. Alors, les patentes livrées par les consuls des ports orientaux où les navires faisaient escale étaient soit des patentes nettes, selon lesquelles il n'y avait aucun danger, soit des patentes suspectes, où on pouvait craindre effectivement une épidémie, soit des patentes brutes, où alors là, la contamination était tout à fait évidente. Pour les patentes nettes, la quarantaine était de 18 jours pour les personnes, 28 pour les navires, 38 pour la cargaison, et pour la patente suspecte, ces chiffres montaient à 25, 30 et 40 jours, pour la patente brute à 35, 50 et 60 jours. Donc il y avait quand même une organisation pour anticiper, pour prévenir le danger. Le bureau de santé qui coiffait tout cela avait été créé au début du XVIIe siècle, on ne connaît pas la date précise, c'était en tout cas avant 1622. Ce bureau de santé renouvelé chaque année comportait 14 intendants bénévoles dont le chef était renouvelé chaque semaine, donc il y avait un intendant semainier. En plus de ces 14 intendants, 2 échevins de la ville venaient s'adjoindre à ce bureau, ce qui faisait donc que celui-ci comptait en fait 16 membres, avec sous leurs ordres des secrétaires, des commis, un médecin, un chirurgien. Donc il y avait un certain nombre d'instruments qui existaient pour faire face à une éventuelle épidémie. Ce bureau, il était installé sur un ponton flottant basé près du fort Saint-Jean. Il y avait en plus une consigne militaire, bâtiment construit à partir de 1719, qui permettait de disposer de locaux pour faire face à un éventuel danger. Comment les choses se passaient-elles ? Quand un navire arrivait, le capitaine jetait l'ancre sur l'île de Pomègue, puis se rendait au bureau de santé pour présenter sa patente. Et à ce moment-là, le bureau décidait de la durée de la quarantaine. Le lieu de quarantaine, les îles de Jard et de Pomègue, celles-ci pouvant accueillir près de 35 navires. On y avait aménagé 5 hectares de terrain et de bâtiments pour permettre justement d'installer ce système de quarantaine. Il y avait là des infirmeries, ce qu'on appelait les lazarets, et les Marseillais pouvaient ainsi se penser à l'abri. Les choses avaient été même améliorées à l'époque de Colbert, sur une douzaine d'hectares ceinturés de murailles et avec 3 points d'accès seulement. Il y avait moyen de maintenir à distance toute cargaison suspecte ou tout passager suspect. Alors c'est dans ces conditions que le 25 mai 1720 arrive le Grand Saint-Antoine, qui arrive du Proche-Orient avec une cargaison de tissu de soie et avec des balles de coton pour une valeur considérable de 300 000 livres, toutes ces marchandises devant être commercialisées à la foire de Beaucaire qui doit avoir lieu en juillet. Alors la cargaison appartient au premier échevin Jean-Baptiste Estel, au capitaine du navire Jean-Baptiste Chattard. Donc il y avait des intérêts là qui étaient en jeu, bien sûr, dans le débarquement de cette cargaison. L'armement du navire était aussi le fait de plusieurs notables marseillais, et il est clair que il y a pu y avoir des pressions qui sont intervenues pour permettre le débarquement ou mettre en place un certain laxisme qui a pu jouer son rôle dans le développement de l'épidémie. En fait, le navire avait quitté Marseille le 22 juillet 1719,
puis il était passé par Smyrne, par Larnaca à Chypre, par Sidon sur la côte syrienne. Là, il a embarqué des tissus de soie. Il a embarqué aussi des sacs de cendre. La cendre qui était une matière première utilisée pour la fabrication du savon à Marseille. En Syrie, le consul Boulard, qui ignore que la peste sévit alors à Damas, donne une patente nette au capitaine. Le navire passe ensuite par Tyr, où il embarque de nouvelles étoffes, sans doute contaminées, puis il essuie une tempête et doit faire une nouvelle escale à Tripoli pour réparation. Le vice-consul de Tripoli donne encore une patente nette, et finalement, le 3 avril 1720, le grand Saint-Antoine met la voile en direction de Chypre après avoir embarqué une quinzaine de passagers. Et le 5 avril, 2 jours plus tard, un passager turc meurt. On jette son corps à la mer, mais c'est un premier signe inquiétant. On fait une escale à Chypre, dont on repart le 18 avril 1720 en direction de Marseille. Mais en cours de route, 5 morts supplémentaires, dont le chirurgien du bord. Le capitaine Château décide de s'arrêter dans la rade de Brusque, près de Toulon, pour signaler aux armateurs que peut-être un problème se pose. Puis il retourne vers la côte italienne, vers Livourne, sur la côte toscane, où il arrive le 17 mai, mais l'accès au port lui est interdit. Et à ce moment-là, le 18 mai, eh bien, il y a 3 morts supplémentaires à bord du fait d'une fièvre maligne que l'on n'a pas encore identifiée comme étant la peste. Livourne est interdite à cause des décès. On repart pour Marseille. Depuis le départ, en tout cas, il y a déjà eu 9 décès à bord du navire. Alors, bien sûr, il va y avoir une mise en quarantaine. Le capitaine Château va consulter l'intendant Semeigné Tyran pour organiser celle-ci, mais il a une patente nette qui lui a été donnée par les autorités françaises sur la côte syrienne. En tout cas, quand on arrive à Marseille, l'hécatombe continue. Le 27 mai, 2 jours après l'arrivée, un matelot meurt à bord et le bureau de santé renvoie le navire à l'île de Jars, puis ensuite à l'île de Pomègue, dans l'archipel du Frioul. Mais on laisse le 29 mai les cargaisons débarquer aux infirmeries de l'île de Jars. Le bureau décide même le 13 juin que toutes les marchandises seront débarquées. C'est là peut-être aussi que se situe l'erreur initiale des autorités. On peut penser que les propriétaires des cargaisons ont fait pression sur les autorités parce qu'il y a la perspective de cette fameuse foire de Beaucaire qui doit avoir lieu le 22 juillet suivant. Donc on a eu le souci de sauver les cargaisons sans doute. Le 13 juin, veille du lever de quarantaine pour les passagers, eh bien, le gardien de santé du vaisseau meurt à son tour. Le chirurgien du port Guérard conclut alors à une mort de vieillesse, ce qui peut paraître un peu surprenant. Le 25 juin, quelques jours plus tard, c'est la mort d'un mousse. On peut évidemment là pas suspecter les effets de la vieillesse. Plusieurs portefaix qui ont manipulé les ballots de coton meurent à leur tour. Et le bureau de santé donc transfère le vaisseau à l'île de Jars, fait brûler les vêtements des morts et enterrer les cadavres avec de la chaux vive, mais c'est déjà trop tard. L'épidémie désormais va se répandre. Il y a déjà eu 10 décès à bord du navire, mais sans symptômes absolument caractéristiques de la peste tels que les bubons. Mais dans la ville, eh bien, on a rapidement des décès puisque les tissus du Grand Saint-Antoine ont commencé à s'y répandre. Le 10 juin 1720, une femme meurt rue de la Table, dans un quartier pauvre de la cité. Le 28 juin, c'est un tailleur. Le 1er juillet, 2 femmes. Et là, cette fois, des signes évidents identifiant la peste sont indiscutables.
Le 9 juillet, Charles et Jean-André Peyssonnel, qui sont des médecins, diagnostiquent sur un enfant d'une douzaine d'années, de nouveau, l'existence de la peste. On va transférer les cargaisons des infirmeries sur l'île de Jard pour essayer de les isoler. Mais à partir de la fin juillet, du 21 juillet, les décès augmentent rapidement et un ecclésiastique marseillais, le père Giraud, peut dire que Dieu a déclaré la guerre à son peuple. L'épidémie s'étend, on essaie de brûler du soufre dans les maisons, recette traditionnelle quand la peste intervient, mais tout cela apparaît très peu efficace. La population aisée de Marseille évacue la ville et se replie vers ses bastides, vers ses demeures à l'extérieur de la cité, alors que le corps des galères présents à Marseille s'isole complètement de la ville. Quant aux pauvres, ils se réunissent sur la place Saint-Michel, devenue aujourd'hui la place Jean Jaurès, pour échapper au quartier où l'épidémie est déjà désormais bien en place. Le 31 juillet 1720, le Parlement d'Aix-en-Provence interdit aux Marseillais de sortir de la ville et aux Provençaux d'établir des contacts avec la population locale. Et puis les choses s'aggravent. Après le 9 août, on a plus de 9 morts par jour. Et puis à la mi-août, François Chicoineau et de l'université de Montpellier est envoyé à Marseille par le régent, qui a été conseillé en ce sens par son médecin Pierre Chirac, et il certifie que l'on a effectivement affaire à la peste. Des quartiers entiers maintenant sont touchés. Nous sommes à la fin août, début septembre. 300 personnes maintenant meurent chaque jour. La vieille ville est frappée dans son entier, et on atteindra même au fil du temps 1000 morts par jour. Alors un certain nombre de décisions locales ont déjà été prises, mais le 14 septembre 1720, le Conseil royal annule les mesures prises pour unifier l'action contre l'épidémie. On décide le blocus de Marseille, on renforce les règles de la circulation maritime, mais c'est déjà trop tard. Le bacille a déjà gagné l'intérieur des terres, et il faudra 2 années de lutte pour l'éradiquer complètement en Provence et en Languedoc. En septembre 1722 seulement, en effet, on aura la levée de la dernière quarantaine à Avignon. De plus, on établit tout un cordon sanitaire pour éviter que l'épidémie ne gagne l'ensemble du royaume. On va créer un mur de la peste, non pas un mur construit, mais on va interdire toute une zone en interdisant un certain nombre de points de passage, suivant une ligne allant des monts du Vaucluse, suivant la Durance et allant jusqu'aux Alpes, afin que l'ensemble du royaume ne soit pas affecté. En effet, l'extension du bacille frappe les régions voisines. Arles, Aix-en-Provence, Toulon sont touchés, mais aussi des localités moins importantes comme Cassis, Aubagne, Aloche, avec une exception notable, c'est La Ciotat qui s'est enfermée derrière ses murailles, derrière ses remparts. Au-delà, le Languedoc et le Comtat-Venessin sont également touchés, avec des villes telles que Alès et Avignon, alors que Beaucaire, où on a supprimé la foire annoncée, elle se trouve épargnée. Le Gévaudan, plus à l'intérieur, est également touché, avec les villes de Marvejols et de Mende qui sont affectées, où on aura 41% de victimes par rapport à la population des secteurs touchés, et même davantage à Marvejols, où c'est plus de la moitié de la population qui sera emportée. Le total des morts, entre 90 000 et 120 000 morts, en comptant Marseille bien sûr, et les régions voisines, sur un ensemble, un bassin de population de 400 000 habitants à l'époque. Et encore une fois, les choses ne seront surmontées qu'en 1722 à Avignon et à Orange. Le recul de l'épidémie est sensible à partir d'octobre à Marseille.
alors c'est lié évidemment à pas mal de facteurs, notamment la chaleur estivale qui favorise l'essor du bacille. Au début 1721, on n'a plus que 1 ou 2 morts par jour, et le 19 février 1721, la Chambre de commerce, qui avait suspendu son activité le 19 juillet, peut la reprendre. Finalement, le 20 juin 1721, Monseigneur de Belzunce, l'archevêque de Marseille, organise une grande procession pour la fête du Sacré-Cœur, qui marque, selon les Marseillais, la fin de l'épreuve. Il y a pourtant une rechute en 1722, et là, l'archevêque de Belzunce fait prononcer un vœu aux échevins pour une messe au monastère de la Visitation chaque jour anniversaire du déclenchement de la peste. Nous sommes là en mai 1722. Ce vœu sera honoré jusqu'à la Révolution et puis sera repris en 1877, et encore aujourd'hui, eh bien, on respecte ce vœu avec un service religieux à l'église du Sacré-Cœur du Prado. Alors, cette peste, on était évidemment très désarmés à l'époque pour y faire face. Le bacille ne sera découvert qu'en 1894 par Alexandre Yersin. On sait qu'elle a été véhiculée par les rats, mais surtout dans ce cas par les puces. Que la température de l'été, qui était de 26 degrés en juillet, août, 25 degrés en juin, encore 23 degrés en octobre, a favorisé l'essor de l'épidémie. On est très peu armé pour résister. Il y avait un produit intitulé le vinaigre des 4 voleurs. En effet, lors d'une peste à Toulouse en 1628-1631, des détrousseurs de cadavres avaient prétendu qu'ils avaient un remède miracle pour échapper à la peste, même en s'approchant des victimes, ce qui était évidemment une manière d'échapper à leur châtiment. Et cela évidemment n'avait aucun effet pour faire face, et les diverses fumigations qui étaient mises en œuvre n'avaient pas davantage d'efficience, bien entendu. Il faut toutefois souligner la réaction d'un certain nombre de responsables qui se sont fort bien comportés, des échevins comme Jean-Pierre de Moustiès, le viguier Louis-Alphonse Fortia, marquis de Pile, un certain nombre d'autres personnalités comme Pichati de Croix-Sainte, procureur du roi, Jean-Étienne Rigord, subdélégué de l'intendant de Provence, Jean-Jacques Gérin, lieutenant de l'amirauté, le chef d'escadre Charles Andreau de Langeron, qui arrive en ville en septembre 1720 avec plein pouvoir pour faire face au fléau, le docteur Bertrand, qui va publier une relation historique de la peste de Marseille de 1720, Cardin Lebray, l'intendant de Provence et président du Parlement d'Aix, qui va être aussi un acteur important de la lutte contre l'épidémie. Alors il faut pour tous ces acteurs assurer le ravitaillement de la population, maintenir l'ordre bien sûr, et enlever et enterrer les cadavres. On va construire des fosses communes, une quinzaine à partir du mois d'août 1720. On va mobiliser des tombereaux pour emmener les cadavres le plus rapidement possible. On va mobiliser les forçats de l'arsenal des galères pour dégager les rues. C'est là qu'intervient le chevalier de Rose, qui avait bien maîtrisé la situation dans le quartier de Rive-Neuve et qui ensuite va se charger du quartier de La Tourette en mobilisant 100 forçats pour dégager 1 millier de cadavres qui seront recouverts de chaux vives. Sur ces 100 forçats, 5 seulement survivront. Ça peut paraître très cruel, mais il faut signaler que 25 chirurgiens sur les 30 engagés disparaîtront aussi dans
en cette affaire et que 50 des 250 religieux engagés par Monseigneur de Belzonce disparaîtront aussi au service des malades. Alors le bilan, je l'ai dit, 1720, Marseille c'était une ville de 90 000 habitants. Alors selon les chiffres, 30 à 35 000 morts, ou 40 000 pour certains pour la ville, 50 000 pour la ville et puis le terroir qui l'entoure. Hein. Le réveil sera rapide. Les pertes seront compensées en l'espace de quelques années seulement, du fait d'une natalité forte et puis d'une immigration surtout en provenance des Alpes du Sud, qui va venir compenser les pertes humaines donc dues au fléau. Le port restera fermé pendant 30 mois. Alors là, évidemment, c'est un coup très dur pour l'économie de la ville. Les fabriques seront arrêtées, ne reprendront leur activité que progressivement, mais finalement, au XVIIIe siècle, Marseille connaîtra une résurrection rapide, due surtout à son commerce avec le Levant, et elle apparaîtra alors comme le plus grand port méditerranéen.